Sud Radio, l'invité politique, Maxime Liédo. Il est 8h35 sur Sud Radio et l'interview politique ce matin. Et Boris Vallaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe PS à l'Assemblée nationale et vous êtes à la conquête du Parti socialiste pour le congrès qui aura lieu à Nancy mi-juin. Mais ouvrons d'abord avec ce qui est sur toutes les lèvres des politiques ce matin. François Bayrou a-t-il été suffisamment convaincant pour passer outre la censure ? D'abord, peut-être rappeler ce qu'est une commission d'enquête parlementaire et quel est son objet. Commission d'enquête parlementaire, ça n'est pas un tribunal. C'est un lieu d'évaluation et de contrôle de l'action politique, de l'action publique, de l'action gouvernementale. C'est un lieu où les parlementaires, représentants des Françaises et des Français, posent aux responsables politiques notamment les questions qui intéressent les Françaises et les Français. Et en l'occurrence... C'était pas le cas hier soir ? En l'occurrence, si, c'était le cas hier soir. En l'occurrence, ce qui est important dans ce travail de commission d'enquête, c'est d'établir la vérité sur ce qui s'est passé à Betaram pendant des années et des années. Comment cet immense scandale humain, avec des victimes par dizaines, par centaines, a pu finalement être tenu dans le silence et ne se révéler dans une douleur épouvantable pour les victimes et leurs familles. Donc est-ce que vous estimez que hier François Bayrou a répondu aux questions ? J'ai eu le sentiment, au fond, d'une énorme entreprise d'enfumage. Voilà, je le dis tel que je l'ai ressenti. Une énorme entreprise d'enfumage. Oui, le meilleur... ce qu'on attendait, c'était la vérité, la meilleure défense d'ailleurs, et la vérité, la compréhension des choses. Est-ce que au sortir de cette audition, les Françaises et les Français, les victimes, ont le sentiment d'avoir été éclairés sur ce qui s'est passé ? Ont-ils eu des éléments supplémentaires de compréhension ? Je ne le crois pas. Le Premier ministre a été sur la défensive en permanence. Il a été très agressif. Il dénonce une commission politique de toute façon. Ça a été son angle d'attaque en permanence. J'ai vu la façon dont notamment la présidente de la commission, Fatia Keloachi, a précisément fait en sorte... Qui est PS, a fait précisément en sorte, avec les deux rapporteurs, d'avoir un travail qui est un travail sérieux. Il y a eu beaucoup d'autres auditions et nous ne devons jamais perdre de vue. Mais alors qu'on comprenne clairement, je vais prendre une phrase qui est issue de votre famille politique, Boris Vallaud, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Est-ce que le loup était François Bayrou ? Et s'il n'a pas été convaincant, est-ce que c'est un motif de censure ? Je vous pose la question parce que je répète les mots d'Olivier Faure il y a encore 2 jours. S'il avait lui-même couvert l'institution pour la protéger au détriment des élèves, effectivement, il devrait partir. Est-ce que c'est ce que vous demandez ce matin ? Écoutez, la commission d'enquête n'est pas allée à son terme. La présidente de la commission a prévu de s'exprimer. Je crois qu'elle l'a fait sur une autre antenne ce matin. À nouveau dans la matinée. Mais mon sentiment, c'est que je n'ai pas eu les éclaircissements que je souhaitais hier dans ce que j'ai entendu de l'audition de François Bayrou. J'ai eu le sentiment qu'il s'évertuait à se placer plutôt du côté. Est-ce que c'est digne d'un Premier ministre ? Est-ce que vous lui faites encore confiance ou est-ce qu'il est temps de lui demander de partir ? Ça fait longtemps que je considère que François Bayrou n'est pas à la hauteur de ses responsabilités. Mais c'est indépendant de cette affaire. Cette affaire-là, moi, ce qui me préoccupe, c'est comment nous comprenons ce qui s'est passé, comment un responsable politique peut, ne pas, comme il le prétend, ne pas avoir été au courant de ce qui s'est passé. Comment peut-il démentir avec autant d'aplomb d'autres témoignages devant la commission d'enquête ? C'est les conclusions maintenant que nous attendons. Mais oui, la vérité est une exigence forte que tout responsable politique doit attendre des représentants gouvernementaux et du premier d'entre eux. Et s'il est établi évidemment qu'il y a des mensonges, il ne serait pas en situation de continuer d'être Premier ministre. On a besoin de ça. Et puis, s'il y a ce sentiment de mensonge ou d'absence de vérité, comme vous le dites, censure, PS, oui. S'il y a un mensonge, mais c'est à la Commission de le déterminer. Et c'est pour ça que nous suivons ces travaux avec beaucoup d'attention. Mais ne perdons jamais de vue, parce que c'est arrivé très tard dans les auditions hier, la question des victimes. La question de la certitude que doivent avoir les élèves, leurs familles, que tout cela ne pourra jamais se repasser. Vous savez,
il y avait eu des affaires dans un certain nombre d'établissements à la fin du quinquennat de François Hollande. Il y avait un travail considérable qui avait été fait, des décrets qui avaient été pris pour fluidifier les relations entre la justice et l'éducation nationale, qu'il y ait connaissance des condamnations quand elles ont lieu. Et plusieurs centaines de milliers de casiers judiciaires avaient été passés au crible. Nous devons, à toute force, n'avoir qu'une exigence, celle que nos enfants soient en sécurité dans les établissements scolaires publics et privés. Vous êtes, je le disais au début de cet entretien, pour avancer, pour essayer de décortiquer l'actualité qui est riche ces derniers temps. Vous êtes, Boris Vallaud, candidat à la tête du PS, vous vous installez, vous êtes qualifié de troisième homme. La question qui vient dans beaucoup d'esprits, peut-être parfois un peu taquins, et dans ceux qui vous voient, c'est pourquoi vous présentez ? Parce que j'ai la conviction que les différentes sensibilités qui s'expriment s'affrontent sur de faux désaccords. J'ai la conviction et la certitude que c'est uni que les socialistes sont forts et qu'ils peuvent être utiles à la vie quotidienne des Françaises et des Français. Est-ce que c'est pas paradoxal de dire ils ne sont forts que lorsqu'ils sont unis, mais d'aller se déclarer d'être le troisième homme ? Est-ce que c'est pas ajouter de la division à la division ? Non, je crois que c'est au contraire offrir la possibilité d'un autre chemin que celui de la confrontation stérile. C'est offrir la possibilité d'un travail qui soit vraiment un collectif de travail, là où j'ai la crainte que ce soit une logique de bloc contre bloc qui prévale. Vous savez, c'est ce que je fais depuis 3 ans à l'Assemblée nationale comme président du groupe. Je ne demande à aucun des députés de qui il est le soutien, le fidèle. Je demande parce à que chacun, c'est pas en votre faveur, ou parce que non, parce que chacun est riche de son territoire. Ça n'est pas la même chose d'être élu du centre-ville de Paris, de la campagne comme je le suis. Moi, je suis élu d'un territoire rural, être élu de grande banlieue ou d'un territoire de montagne. Et nous avons besoin, dans la construction de positions communes, d'une démocratie qui soit ancrée dans le réel. Et quand on construit des positions communes, on a besoin d'écouter les autres, d'accepter de douter, de changer d'avis, et puis de construire, de rechercher à construire des positions, si elles ne sont unanimes, en tout cas majoritaires. Et si vous êtes justement pour une démocratie réelle, pour une véritable démocratie, vous n'êtes pas en train de faire juste un tour de piste pour exposer quelques idées et mieux rallier, parce que, admettons, vous êtes le troisième homme, comme dit Olivier Faure, voilà, vous faites un tour de piste un peu pour vous faire plaisir. Si vous êtes le troisième homme, à un moment, pour qui vous allez faire roi ? Mais je vous suggère de poser la question aux deux autres qui me disent toute leur amitié, notre proximité, etc., etc. Ce qui me conforte dans l'idée que, en effet, ce qui nous rassemble est bien plus fort que ce qui nous sépare, et nous devrions partir en réalité très groupés tous ensemble. Mais je comprends que les appétits des uns, les inimitiés des autres produisent d'autres chemins. C'est pas un petit tour pour se faire plaisir. Vous savez, je regarde l'état du monde, je regarde l'état du pays. Nous pensions la démocratie menacée à ses marges, la voici qui est menacée en son centre. Que tout ce que nous avons construit de grand depuis 200 ans, le plus souvent sans l'extrême droite, et même contre l'extrême droite, est menacé d'être ébranlé dans toutes les démocraties occidentales, et en particulier européennes. Je vois aussi la réalité. Nous devons nous mettre au service des Françaises et des Français qui n'ont que leur force de travail pour vivre. Nous devons parler aux classes populaires, aux classes moyennes. Moi, je veux que nous tirions les leçons de la crise de la Covid. Et justement, c'est ce que vous proposez. Vous voulez remettre le parti réellement au travail, lancer une académie dit Léon Blum. Vous avez écrit un livre, vous essayez de faire monter des concepts, vous parlez de démarchandisation, c'est ça ? Oui, je fais un constat que chacune et chacun, et vos auditeurs en premier lieu, peuvent faire. Tous les aspects de notre vie sont saisis par une logique marchande. De la naissance, la petite enfance jusqu'au grand âge, jusqu'aux obsèques, tout est devenu marchandise. Nous sommes devenus marchandises. Nos corps, nos données personnelles sont devenues marchandises. Quand je regarde ce que sont nos biens communs, l'eau, le foncier, les terres agricoles, tout ça est accaparé, privatisé et empêche de vivre parfois dignement. Les services publics sont parfois privatisés dans une logique marchande. C'est le cas des EHPAD, c'est le cas des crèches. Je formule des propositions qui consistent non seulement à reprendre en main l'ordre économique et social. On évoque justement ces EHPAD en manque de moyens, en manque de place, l'idée d'ici quelques années de ne même plus pouvoir trouver un lieu idéal pour sa fin de vie. Parce que on a toujours l'impression que c'est théorique à gauche. Non, ce n'est pas théorique. Dans le département des Landes dans lequel je suis, il n'y a pas d'EHPAD à but lucratif. Que vous soyez riche ou pauvre, vous êtes pris en charge dans les mêmes conditions et dans de bien meilleures conditions que beaucoup d'EHPAD privés. Le taux d'encadrement par résident est de 0,8.
dans les Landes. Il était de 0,5 au moment du scandale Orpea. Vous voyez, ce n'est pas théorique, c'est pratique. Je ne veux pas que la vieillesse soit une marchandise. Et puis, vous soulevez un deuxième problème, qui est celui du financement du grand âge, de la dépendance. Oui, c'est un grand défi démographique et anthropologique qui est face à nous. Et je ne veux pas laisser les familles à la débrouille. Aujourd'hui, le reste à charge dans certains établissements est si élevé que des familles qui ne sont pas éligibles à l'aide sociale retirent leurs parents des EHPAD. Or, vous savez que la prise en charge à domicile, elle aussi, est déficiente parce que ces métiers du soin et du lien qui ont besoin d'être reconnus sur le plan économique, salarial, moral, eh bien, ne sont pas traités comme ils le devraient. Donc ce serait quelque chose à généraliser peut-être sur tout le territoire, ou une idée forte de tout ce travail que vous faites sur les EHPAD. Bien sûr, mais sur les EHPAD, sur les crèches, sur la politique publique de l'eau. Vous savez que, là encore, je prends le territoire des Landes. Quand nous avons engagé avec Henri Emmanuelli, qui était mon illustre prédécesseur, une politique publique de l'eau contre l'accaparement par les grands fermiers, le prix de l'eau a baissé de 30%. Quand des grandes villes comme Paris remunicipalisent l'eau, eh bien, on redonne du pouvoir, en réalité, et du pouvoir de vivre aux consommateurs. Vous êtes député des Landes, vous vous vantez aussi comme un homme de terrain, vous faites le tour des fédérations ces dernières semaines. Allons justement sur le terrain. La diagonale du vide, longtemps, on va dire, rassemblant les électeurs de gauche, est définitivement passée aux mains du RN. Je vous lis le témoignage d'un habitant qui dit « J'ai longtemps mis mon bulletin, un bulletin de gauche dans l'urne, mais là ce n'est plus possible. La gauche ne nous parle plus à nous les gens de la campagne. Il est tellement plus facile de voter RN. » C'est ça aujourd'hui le véritable vote d'espoir. André Chassaigne, qui était dans cette diagonale du vide, élu, est absolument inquiet de cette montée du RN. Il explique que lui a choisi la solution du déni pendant des années. Il le regrette. Est-ce que ce n'est pas le cas de votre parti également? Je crois que ce n'est pas le cas de mon parti. En tout cas, ce n'est plus le cas de mon parti. D'avoir sous-estimé le RN. Ça n'est pas d'avoir sous-estimé le RN. Moi, je ne l'ai pas sous-estimé. Vous savez, moi, je suis dans un département socialiste, avec des politiques socialistes. Je parlais des EHPAD à but non lucratif. Il y a la gratuité du transport scolaire depuis très longtemps, parce que l'on considère que les inégalités ne commencent pas à la porte de l'école, mais au pied du bus, dans des territoires ruraux où la question de la mobilité est extrêmement importante, où le prix de l'essence détermine parfois la façon dont vous pouvez vivre ou pas dignement de votre travail. Je suis dans un territoire où nous avons doté très tôt tous les collégiens d'un ordinateur, pour que ce ne soit pas discriminant. Votre territoire, Boris Vallaud, mais pensez à tous les gilets jaunes qui votent RN, les ouvriers qui votent RN. Comment vous expliquez, si vous voulez, qu'ils étaient à ce point abandonnés, qui votent RN maintenant? C'est pas que vous n'avez tout bien fait. Mais un DRN qui ne veulent pas l'augmentation du SMIC, qui ne veulent pas la régulation de l'installation des médecins. Je voudrais revenir sur ce dernier point, parce que dans nos territoires, dans cette diagonale du vide, l'espérance de vie est inférieure à ce qu'elle est dans le centre-ville des grandes métropoles. Vous savez qu'il y avait à peu près 3 ans de différence d'espérance de vie entre un hyper-urbain et un hyper-rural dans les années 90. Aujourd'hui, c'est près de 2 ans et demi. C'est un scandale absolu. Moi, j'ai des maires, j'ai des habitants de mes communes qui me disent « la République passe plus par chez nous ». Eh bien, nous avons souhaité, avec Guillaume Garot, avec une loi transpartisane, réguler l'installation des médecins. Ça n'est pas une infraction, c'est une proposition qu'ont formulée les socialistes. Comme les pharmaciens, comme les laboratoires d'analyse médicale, comme les infirmières libérales. Vous vous rendez compte qu'il y a des départements, je pense aux Hautes-Alpes, où certaines spécialités n'existent plus. N'existent plus. Et donc, il faut se battre à toute force. Moi, je veux contre l'égalité. Parfois contre les médecins, mais qui seront accompagnés dans l'exercice. C'est pas un pansement sur une fuite qui est colossal, Boris Vallaud. Quand on les écoute, et on les a eus ici sur Sud Radio 0826 300 300, ils racontent en réalité, vous essayez de mettre un pansement sur une fuite qui est béante parce que le numerus clausus est trop raccourci. C'est le politique lui-même qui a organisé cette défaillance médicale. Le numerus clausus a été augmenté par 2 fois sous François Hollande et encore récemment, mais il faut que ces médecins-là ne s'installent pas seulement dans les centres-villes. Il faut qu'ils viennent dans nos territoires. Parce que, vous savez, quand vous êtes parent d'un enfant en situation de handicap, et pardon, mais il y en a beaucoup dans nos territoires. On ne peut pas laisser ces familles à la débrouille. Ils ont besoin d'un suivi médical, d'un accompagnement, ils ont besoin d'ergothérapeutes, ils ont besoin d'orthophonistes, ils ont besoin de pédopsychiatres. Eh bien, c'est notre boulot que de répondre à ces demandes et à ces urgences qui sont sanitaires, sociales. Oui, cette diagonale du vide, oui, nos territoires ruraux doivent faire l'objet de préoccupations premières. Moi, c'est ce pourquoi je me bats
Et territoires ruraux, le travail également est important, on va y venir parce que ça aussi c'est du concret. Vous avez vu les différentes propositions formulées par Emmanuel Macron dans cette émission sur TF1 mardi soir. Il a promis notamment une conférence sociale et des réponses très concrètes et très rapides, Boris Vallaud. Est-ce que oui, non, cette conférence sociale est souhaitable et dans quel sens elle doit aller? Mais moi je suis toujours favorable au dialogue social. Sur le financement du modèle social, sur le financement du modèle social, comme sur beaucoup de sujets, j'attends aussi une conférence sur les salaires qui a été promis par le Premier ministre. Vous savez, moi je fais confiance aux partenaires sociaux. Je crois à la nécessité de ce dialogue social. La démocratie sociale, comme la démocratie parlementaire, comme la démocratie. Vous êtes candidat à la tête du PS. Qu'est-ce que vous proposez pour augmenter les salaires? Mais d'abord un meilleur partage de la valeur. Je vais vous donner juste quelques petits exemples. Vous savez que dans un certain nombre de grandes entreprises, il y a des écarts de rémunération absolument délirants. On limite. Je propose qu'on les limite de 1 à 20. Vous savez, avec 20 fois le SMIC, je pense que vous arrivez quand même à joindre les deux bouts. C'est pour les très grandes entreprises, mais par exemple pour ceux au SMIC, regardez, il y a une étude ce matin qui explique, et excusez-moi, c'est totalement votre électorat, 1 salarié sur 4 juge en réalité qu'il ne suit pas suffisamment payé par rapport au travail qu'ils font à ces gens. Mais moi j'en suis convaincu. Mais partagez la valeur, parce que vous savez, quand vous êtes une entreprise... Attendez, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Vous savez, par exemple, là vous parlez de chefs de chantier, je vais vous parler de la construction. Vous savez ce qui a fait exploser l'accès à la propriété, le coût de la construction? C'est pas la construction elle-même, c'est le prix du foncier. Si vous baissez le prix du foncier, vous pouvez augmenter le prix de la construction. Vous pouviez mieux rémunérer les ouvriers du bâtiment. Lorsque, par exemple, j'évoque la question des grandes rémunérations. Vous savez, il y a seulement 0,32% des salariés en France qui gagnent plus de 12 fois le SMIC. Si vous deviez redistribuer cette richesse qui est quand même créée aussi par les employés, par les ouvriers, les ouvrières sur notre territoire, que vous le redistribuez, vous pourriez augmenter de 300 € net par mois 20% des salariés les plus modestes. Vous ne pensez pas que quand on a un peu plus de justice, tout le monde vit mieux? Et puis moi, je crois aussi, ça c'est ma conviction, je plaide pour de l'universalité des aides. Je préfère des droits pour tous plutôt que des allocations pour certains. Parce qu'il y a des gens qui bossent beaucoup et qui ont le sentiment d'avoir droit à rien. Il faut répondre à cette préoccupation. Est-ce que la TVA sociale, autre idée évoquée, est une solution qui peut vous plaire, qui doit voir le jour dans les prochains temps? Je vais vous dire deux choses. D'abord, l'hypocrisie de M. Macron. À chaque fois qu'il a baissé les cotisations sociales, il les a remplacées par de la TVA. Il y a 50 milliards de TVA qui est déjà venu compenser les baisses de cotisations. C'est l'équivalent de 4 points de TVA. La TVA, c'est un impôt qui n'est pas proportionnel, qui ne prend pas en compte la capacité des uns et des autres à participer à la solidarité nationale. Et donc, la TVA est, comme on dit, anti-redistributive. On dit on est le système le plus redistributif parmi les pays de l'OCDE, mais il se trouve que la TVA efface une grande partie de cette redistribution. Oui, parce que ça fait payer, en réalité, de façon insidieuse, d'abord celles et ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre. Moi, je veux que ceux qui ont des très hauts revenus, des très hauts patrimoines, participent plus et mieux à la solidarité nationale. J'ai déjà eu l'occasion de le dire sur votre antenne, un milliardaire a un taux d'effort fiscal inférieur à celui qui rentre dans la première tranche de l'impôt sur le revenu. Le taux d'effort fiscal d'une multinationale est inférieur à l'effort de solidarité que fait notre boulanger. Parlons concret, parlons travail et parlons territoire. Vous y êtes attaché. Tout à l'heure, par exemple, on était avec un habitant de Castres qui subit de plomb à fouet l'arrêt du chantier, par exemple, à 69. Est-ce que selon vous, parce que c'est le but de certains sénateurs centristes, est-ce que selon vous, c'est un chantier d'utilité publique? 200 000 € par jour, ça nous coûte cet arrêt. Mais je sais bien. La question plus fondamentale que se pose, qu'on doit se poser. Moi, je vous pose, est-ce que c'est un chantier d'intérêt public? Il y a un débat parlementaire. On aura le débat parlementaire. Qu'est-ce que vous en pensez à ce micro ce matin? Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de projets structurants doivent pouvoir, une fois qu'ils ont été démocratiquement débattus, se dérouler. On a beaucoup de projets, je pense à Notre-Dame-des-Landes, qui était... Non, mais j'ai bien compris votre question. Laissez-moi... Là, au moment où je vous parle, je vous dis qu'il y a un débat parlementaire que je veux écouter et auquel je veux participer. Voilà. J'attends par ailleurs l'avis, je crois, du Conseil d'État qui arrive... Donc, c'était hier l'avis du Conseil d'État, il dit que le contrat de cession, ça n'existe pas. Que le fameux contrat de cession entre l'entreprise et la 69, malgré la durée, on ne peut pas le rompre, contrairement à ce que demandaient beaucoup d'associations. Bon, écoutez, honnêtement, je n'ai pas lu l'avis, donc je ne vais pas le commenter. Moi, je voudrais juste, parce que il y a le cas d'espèce, mais je voudrais quand même d'une manière générale, parce que cette question-là, elle va se poser régulièrement. Moi, ce que je crois, c'est que nous devons nous poser la question de ce que doivent être les grands projets structurants à venir et de quelle manière ils s'imbriquent
dans un certain nombre de contraintes qui sont des contraintes à la fois économiques, sociales et environnementales. Dans nos territoires, oui, il y a la demande que l'on puisse continuer de faire des projets structurants. Et donc je crois que c'est le débat que nous devons avoir à travers ce cas d'espèce. Mais bien d'autres, il y a beaucoup d'autres projets. Moi, j'ai dans mon département, un projet de LGV, ligne à grande vitesse. Bah oui, c'est pas entre Bordeaux et Hendaye. Et je plaide. C'est un sujet pour le coup que je connais. Je plaide pour que les investissements qui sont attendus depuis longtemps soient faits. 3 questions encore, Boris Vallaud. La première sur un projet très structurant, très concret, ArcelorMittal. Vous avez reçu la délégation à l'Assemblée nationale mardi, il me semble. Emmanuel Macron a dit « c'est net, nous ne nationaliserons pas ». Qu'est-ce que vous lui répondez? Moi je dis... Ceux qui proposent la nationalisation sont des menteurs, a-t-il ajouté. Écoutez, on verra à la fin qui ment, parce que je l'ai entendu prendre des engagements devant les Françaises et les Français, devant les salariés d'ArcelorMittal. C'est-à-dire, les salariés d'ArcelorMittal, je les ai rencontrés aussi à Dunkerque, c'est des hommes et des femmes qui ont consacré toute une vie, parfois leurs parents avant eux, à une entreprise, qui ont fait la fortune de cette entreprise, qui ont fait la fierté de bassins industriels, et les considérer, j'allais dire, comme des variables d'ajustement dans une mondialisation qui est déloyale, avec une concurrence indienne et chinoise insupportable, ça n'est pas possible. Si notre souveraineté dépend de la nationalisation, notre souveraineté sur l'acier européen en dépend, oui, il faudra nationaliser. Et nous proposons que nous mettions dès à présent sous tutelle cette entreprise pour que Mittal tienne ses engagements. Si Mittal ne tient pas ses engagements et que notre souveraineté en dépend, oui, il faudra prendre des décisions fortes et M. Macron ne pourra pas esquiver. Dernière question encore, c'est un débat également qui agite dans les territoires, la question de la sécurité. Vous avez vu, qui dit sécurité dit justice, qui dit justice dit prison. Une solution a émergé sur le plateau face à Emmanuel Macron, proposée par Robert Nénard. L'idée, quand les prisons et quand on n'a pas suffisamment de place, il faut aller louer à l'étranger des places de prison. Est-ce que c'est une idée qui peut vous séduire? Non, c'est une idée absurde. On ne sous-traite pas la gestion de notre justice. Et moi, j'ai bien vu cette espèce de concours Lépine. Non, s'il y a besoin de places de prison, il faut construire des prisons. Et surtout, il y a besoin de moyens pour la police, la justice, la gendarmerie. Là aussi, moi, je suis dans un territoire rural. Je peux vous dire que certaines brigades de gendarmerie ont des conditions de travail qui sont déplorables, ont besoin de casernes neuves, de bureaux neufs, de véhicules neufs et d'effectifs supplémentaires. Vous savez, quand on est dans un très grand territoire comme le mien, quand la brigade, elle est à un endroit, quand la patrouille de gendarmerie est à un endroit, elle n'est pas à un autre. Donc moi, j'ai besoin que les policiers et les gendarmes sur le terrain aient les moyens de leur travail, parce que la sécurité publique, la tranquillité publique, l'ordre public, dans tous les territoires, c'est un droit premier. Boris Vallaud, député des Landes, président du groupe PS à l'Assemblée nationale et candidat au poste de premier secrétaire du PS. Vous allez gagner? Mais bien sûr, c'est mon intention. Merci beaucoup d'avoir été... On va tous gagner, c'est ça ce que j'espère, oui. C'est votre côté bisounours, mais c'est pour ça qu'on vous aime bien. Oui, c'est pour ça, c'est mon côté chamallow. Chamallow, voyons, merci. Merci à vous d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, Patrick Roger, 9h-10h, La Vérité en face. Il reçoit le docteur Éric Revu, qui publie un livre, Les urgences en détresse. Nous, on se retrouve même heure demain, même studio. À tout de suite.